Nicolas Sarkozy est en prison. Il entame une peine de 5 ans suite à sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne en 2007. Sanae Takaichi remporte un vote parlementaire historique et devient la première femme Premier ministre au Japon. Un câble non certifié pour le transport de passagers mis en cause dans le premier rapport publié sur l'accident de funiculaire qui a fait 16 morts à Lisbonne en septembre dernier. It's a first in the history of the European Union, a former head of state behind bars. Nicolas Sarkozy, president of France from 2007 to 2012, entered the La Santé prison right behind me in Paris this Tuesday morning. The 70-year-old is serving a 5-year sentence for criminal conspiracy for the Libyan financing of his 2007 presidential campaign. Sarkozy has appealed the verdict, as has the prosecutor's office. This morning, his sons called for a show of support near his family home in Paris, and hundreds of people gathered in support of the former president. C'est des habitudes qui doivent changer, c'est très bien, mais ça ne mérite absolument pas la prison pour Sarkozy. C'est quelque chose d'absolument totalement aberrant. Je ressens beaucoup de tristesse pour celui qui a été notre guide pendant 5 ans, qui a été président de notre pays, qui a mené l'État, la France, de la tristesse et des interrogations par rapport à cette condamnation qui semble quand même assez sévère. J'ai honte pour la France, j'ai honte pour un président qui a tellement fait, qui est sincère, qui a lutté pendant la crise des subprimes, qui a fait vraiment, puis même, je veux dire, c'est pas normal de le mettre en prison, c'est complètement absurde, ça sert à rien, absolument à rien, à part à humilier la France. J'ai un peu honte, j'avoue, j'ai un peu honte vis-à-vis du monde entier. On devient comme des pays sous-développés presque. Enfin bon, je trouve ça terrible, quoi. Once Sarkozy is officially registered as an inmate, his lawyers will immediately request his release pending appeal. The courts will have up to 2 months to decide, though a ruling could come much earlier. Sofia Katsankova reporting from Paris for Euronews. Un tribunal américain autorise Donald Trump à déployer la garde nationale à Portland, dans l'Oregon. Sur demande du ministère de la Justice, la Cour d'appel de San Francisco a ainsi suspendu l'ordonnance d'une juge qui avait bloqué le déploiement, alors que la contestation juridique de la décision se poursuit. Ce jugement ouvre la voie au déploiement de quelques 200 soldats autour des bâtiments fédéraux de Portland, malgré les objections des autorités de la ville et de l'État. La gouverneure de l'Oregon se dit déterminée à poursuivre le combat, alors que le procureur général de l'État va demander à une cour d'appel plus large de réexaminer la décision. Portland est l'une des nombreuses villes, pour la plupart dirigées par des démocrates, dans lesquelles Donald Trump a ordonné l'envoi des troupes de la garde nationale contre l'avis des autorités locales. Ces déploiements, ainsi que les activités de la police de l'immigration, suscitent actuellement une vague de protestations aux États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes étant descendues dans les rues ces derniers jours pour protester contre ce qu'elles considèrent comme des abus de pouvoir du président américain. L'UE maintient sa menace de sanctions contre Israël, 10 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. Réunis lundi à Luxembourg, les 27 ministres européens des Affaires étrangères ont jugé la situation trop fragile pour relâcher la pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. The ceasefire has changed the context, that is very clear for everybody. However, unless we see real and sustained change on the ground, including more aid reaching Gaza, the threat of sanctions remains on the table. Kaja Kallas exhorte également Israël à permettre l'accès des journalistes étrangers dans la bande de Gaza et à faciliter les procédures administratives pour les organisations humanitaires.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé le mois dernier une suspension partielle de l'accord d'association entre l'UE et Israël, ainsi qu'un gel de l'aide bilatérale. Ces mesures se sont toutefois heurtées à des divergences entre les États membres et n'ont donc pas été mises en œuvre pour le moment. Ces derniers jours, le Hamas et Israël se sont mutuellement accusés de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La diplomatie européenne se trouve dans une position délicate quant à la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union espèrent que ce sommet fera avancer les négociations de paix en Ukraine, mais ils regrettent qu'il soit organisé dans la capitale hongroise. Une réserve partagée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui estime que Budapest n'est pas le meilleur lieu pour cette réunion. Cette présence annoncée de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de Trump et de Poutine, est en désaccord avec la majorité de l'UE sur la guerre en Ukraine. Par ailleurs, le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. No, it's not nice. I mean, to see that really a person put to the arrest warrant by the ICC is coming to a European country. And again, you know, the question is whether there's any outcome out of this. De plus, pour que cette rencontre puisse avoir lieu, plusieurs États membres de l'UE devraient ouvrir leur espace aérien à la délégation de Vladimir Poutine, alors que celui-ci est fermé aux avions russes depuis 2022. À Budapest, Alice Weidel, coprésidente de l'AfD, le parti d'extrême droite alternatif pour l'Allemagne, était invitée par le 21st Century Institute, un groupe de réflexion pro-gouvernementale financé par l'État hongrois. Lors de son discours, elle a défendu une vision libérale et conservatrice de l'Allemagne, promettant une démocratie plus directe par le biais de référendums, des médias et une justice indépendante, ainsi que des écoles dégagées de toute influence idéologique. Ein gut regierter Staat bevormundet und gängelt seine Bürger nicht. Er verteilt ihr Geld nicht in alle Welt und auch nicht an ideologische Lobbygruppen und Günstlinge, sich mit neofeudalen Methoden Gefolgschaft zur Unterstützung zu erkaufen. Alice Weidel a fait l'éloge du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui doit mener, selon elle, une bataille difficile pour être réélu dans 6 mois. Der Wind dreht sich in Europa. Das Zeitalter der Patrioten hat begonnen. Ungarn ist seit vielen Jahren ein Leuchtfeuer der Freiheit und der Souveränität und für uns ein großes Vorbild. Viele andere Länder sind es seither geworden und ich werde Ihnen hier heute Abend sagen und versprechen, auch Deutschland wird folgen. Lors des élections fédérales anticipées en février 2025, l'AfD est arrivée en 2e position derrière les chrétiens démocrates, mais les partis traditionnels ont isolé l'AfD en établissant un pare-feu au Bundestag, le Parlement allemand. Le Parlement japonais a élu Sanae Takaichi comme première ministre du pays. C'est la première femme à assumer ce poste. Un moment historique qui intervient un jour après que son parti, en difficulté, a conclu un accord de coalition avec un nouveau partenaire qui entraînerait le bloc au pouvoir plus à droite. La nouvelle première ministre elle-même a une vision plus conservatrice et nationaliste que son prédécesseur. Sanae Takaichi remplacera le premier ministre Shigeru Ishiba, mettant ainsi fin à un vide politique de 3 mois et aux querelles qui ont suivi la défaite électorale désastreuse de son parti libéral-démocrate en juillet. Ishiba, qui n'est resté qu'1 an au pouvoir, a démissionné avec son cabinet plus tôt dans la journée de mardi. Protégée de l'ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe, Sanae Takaichi devrait s'inspirer des politiques de ce dernier, notamment en renforçant l'armée et l'économie et en révisant la constitution pacifiste du Japon. Mais elle est confrontée à une épreuve de taille. La nouvelle Première ministre doit s'attaquer rapidement à la hausse des prix et l'élaboration de mesures de relance de l'économie d'ici à la fin du mois de décembre, afin de répondre à la frustration de l'opinion publique.
On en sait un peu plus sur les causes de l'accident du funiculaire de Lisbonne. Le câble d'équilibrage reliant les deux cabines de l'Elevador da Glória n'était pas certifié pour le transport de passagers. C'est l'une des conclusions du rapport préliminaire sur l'accident du 3 septembre qui a fait 16 morts. Il recommande aussi de maintenir les autres funiculaires à l'arrêt le temps de vérifier leur sécurité. Malgré les défauts signalés à l'entreprise, le document indique qu'il est trop tôt pour déterminer si les non-conformités identifiées dans l'utilisation de ce câble ont joué un rôle dans l'accident. Quoi qu'il en soit, le directeur de la maintenance de Caris, l'exploitant du funiculaire, a été démis de ses fonctions. Le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, a affirmé en outre que la tragédie était due à des causes techniques et non politiques. La Fondation Monte Madrid et la Commission pour la commémoration des 50 ans de l'Espagne libre présentent une exposition à la Casa Encendida de Madrid. Des œuvres de plus de 50 artistes sont exposées, chacun font un retour sur les 50 ans de transition démocratique au Portugal et en Espagne. La Casa Encendida y la Fundación Monte Madrid tiene una colección que muchas de las obras son desconocidas para la mayoría del público y nos parecía una muy buena oportunidad desde una lectura contemporánea, reflexionando sobre el presente, ponerlas à disposition du public qui habituellement ne las puede ver, ¿no? Le projet invite à un dialogue contextualisant les aspects sociaux, politiques et culturels des années 70 à nos jours, une période de transition et de confrontation entre les dictatures ibériques et les régimes démocratiques contemporains. A posição que pretende é pôr as pessoas a pensar sobre aquilo que foi os regimes fascistas em Portugal e Espanha, como é que novamente certos partidos fascistas estão a chegar aos parlamentos espanhol e português e como é que esses valores têm que ser defendidos. É por isso que temos as vozes de Salazar nesta exposição, temos evocações de Franco, temos uma primeira sala que fala um pouco das ditaduras e das dinastias reais. L'exposition rassemble des œuvres importantes d'artistes tels que Milares, Miro, Tapies et Vieira da Silva. Ces créations esquissent un récit visuel qui relie la résistance et dissidence aux défis actuels de nos démocraties. Temos obras que vão desde os anos 70 ou até mais recuadas para pontuar esta ligação que nós temos dos artistas à própria sociedade. E a escolha teve muito a ver com isso, ou seja, deixarem aberto esta proposta de questionar, de provocar aquilo que é uma sociedade em construção.